Salut! C'est le dernier jour du mois et du coup il est grand temps de nous faire un petit bilan dividende. Je vais vous montrer les entreprises qui m'ont payé ce mois-ci et ça va permettre de faire un petit point sur les positions du portefeuille parce que c'est quelque chose que vous me demandez de temps en temps. On aimerait bien voir tout ce qu'il y a dans ton portefeuille. Mais regardez, c'est là! C'est là, moi je suis pas un mec qui donne des conseils sans montrer ce qu'il fait, hein. Vous avez tout là. Voilà, vous pouvez prendre des captures d'écran de mon portefeuille si vous voulez. Voilà, regardez, prenez une petite capture ici, prenez une petite capture là. Non mais plus sérieusement, on va se plonger dans le détail de ces différentes entreprises que j'ai en portefeuille, en tout cas celles qui m'ont versé des dividendes pour ce mois de juillet. Alors, on commence par Main Street Capital. Main Street Capital, ça fait partie des boîtes que j'aime beaucoup, des boîtes dans lesquelles je suis content de mettre mon argent. Régulièrement, j'aime bien racheter des parts de Main Street Capital. Le truc, c'est que là, ça a pas mal cartonné, vous voyez. Ça fait, on va se mettre plutôt à 3 mois, voilà, 1 mois. Quand vous voyez, au cours du dernier mois, ça a quand même bien monté. Donc là, on est dans la zone où je trouve que c'est moins intéressant d'acheter Main Street Capital, mais super boîte, voilà, parmi les boîtes qui ont un haut rendement et qui versent de hauts dividendes, c'est une boîte que j'aime beaucoup. Et dividendes mensuels, rendement aux alentours de 6-7%. Donc je recommande pas du tout, vous faites absolument ce que vous voulez. En tout cas, quand on aime bien avoir du rendement, c'est tout à fait le genre d'entreprise que j'aime beaucoup. Alors, Main Street Capital m'a versé 18 euros, je convertis en dollars. Hein. Donc je convertis en dollars et là, vous avez le montant après les taxes, vous savez, après la retenue à la source que vous avez aux États-Unis. Ensuite, j'ai JP Morgan qui m'a également versé son dividende. JP Morgan, ouais, voilà, je l'avais acheté à un assez bon moment. Donc c'est une boîte sur laquelle j'ai fait une relativement belle plus-value. Je crois que j'ai divisé ma position par 2 à un moment, je me souviens plus exactement ce que j'ai fait sur cette ligne. Voilà, moi les banques, c'est pas le truc qui m'amuse le plus. En plus, je trouve que le dividende, ils ont pas tendance à l'augmenter suffisamment régulièrement. Quand on investit dans une banque, on aimerait bien avoir un petit peu de prédictibilité et avoir régulièrement des augmentations de dividendes. Vous voyez, ils sont restés très longtemps avec un dividende de 90 cents par trimestre. C'est seulement récemment qu'ils sont passés à 1 euro. Et vous voyez, ça fait plus de 2 ans qu'ils n'ont pas augmenté leur dividende. Donc voilà, c'est pas le genre de boîte que j'aime particulièrement avoir en portefeuille. En plus, je pense pas que c'est un très bon moment de rentrer dessus parce que vous voyez, vous avez un rendement qui est assez faible pour le secteur. Dans le secteur bancaire, on peut espérer peut-être du 3,5-4%. Donc JP Morgan, opinion plutôt défavorable. Si vous voulez, c'est une boîte, je la mets en mode conservé, c'est-à-dire que j'ai pas tellement intérêt à la vendre, mais voilà, c'est pas le genre de boîte dont j'ai envie de racheter des parts. Ensuite, on a Vici. Donc Vici, j'aime bien, vous voyez, c'est aussi un REIT, mais qui fait dans l'événementiel, enfin pas dans l'événementiel, qui fait dans l'expérientiel, c'est-à-dire c'est une boîte qui possède les grands hôtels de Las Vegas, grands hôtels casinos de Las Vegas. J'ai plus de position sur Vici parce que c'était une des boîtes qu'il y avait dans mon portefeuille eToro que j'ai soldé pour le répartir entre le portefeuille Alpha, le portefeuille de Giro et également j'en ai mis une partie sur Realty et je pourrais tout à fait décider de re-rentrer sur le dossier comme on dit. Donc voilà, ça fait partie des boîtes, je pense que je réouvrirai une position dessus. J'aime vraiment bien. Ensuite, on a le iShares JP Morgan Emerging Market Bond qui est un ETF qui a habituellement un rendement qui est plutôt sympa et donc qui investit qui a un dividende mensuel, donc ça c'est quelque chose que j'aime bien. Et qui investit donc dans les bons du trésor de pays émergents. Mais après, quand on regarde le cours, c'est une véritable catastrophe. Ça s'est complètement cassé la figure. Vous avez quand même un rendement de 5,72 là-dessus. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est que ça distribue quand même de façon assez régulière. Est-ce que ça s'est... Non, les versements se sont pas trop cassés la figure. Donc ouais, en tout cas moi c'est pas un truc que je conseille parce que quand vous investissez dans des bons,
et que ça vous apporte pas de stabilité et que ça se casse la figure, bon voilà, c'est pas ce que j'attendais, mais voilà, on va faire un peu le parcours de long terme, mais quand on voit sur le long terme quand même c'est pas très joli ce qui s'est passé, mais bon voilà, ça fait partie des positions que j'ai en portefeuille. En tout cas, les dividendes que je touche tous les mois font plaisir, je les réinvestis ailleurs, donc je vois pas l'intérêt de m'en séparer, surtout en moins-value. AbbVie ensuite, qui est une boîte pharmaceutique qui m'a payé 11 euros en dividendes. Alors AbbVie c'est pas mal, hein, si vous cherchez des boîtes avec un rendement intéressant. Moi AbbVie c'est une boîte dont j'ai divisé ma position. J'avais 2 fois plus d'investi dans AbbVie et j'ai coupé en deux ma position quand on a tapé quand on s'est rapproché des plus hauts historiques de cette boîte. Pourquoi ? Parce que AbbVie je l'ai pour le rendement, et donc quand j'ai une boîte de rendement qui commence disons à surperformer, ça m'intéresse beaucoup moins parce que c'est pas le genre de boîte dans lesquelles je peux re-rentrer, donc je vais avoir tendance à couper mes positions dans mes grosses boîtes de rendement pour réinvestir l'argent dans d'autres boîtes qui jouent ce rôle de position à rendement. Mais sinon AbbVie, ouais, pourquoi pas, c'est partie des boîtes qu'il faut surveiller si on veut s'exposer aux pharmaceutiques avec un bon rendement, c'est pas mal du tout, ça fait le taf. Ensuite, ça je compte pas, c'est des bons du trésor américain, j'ai gardé une toute petite position dedans juste pour suivre un petit peu les évolutions du marché des bons, mais voilà, les bons de toute façon c'est pas un truc que j'ai particulièrement envie d'avoir en portefeuille. Ensuite on a l'iShares Stocks euro dividende, donc ça c'est bien, enfin c'est bien pour avoir du rendement, hein. En termes d'appréciation du capital vous allez pas être heureux avec ce genre d'ETF. Avec un ETF comme ça vous pouvez quand même espérer une appréciation du capital sur le long terme, même si vous êtes vraiment dans la fourchette basse en termes d'appréciation du capital, mais en termes de rendement, bah c'est pas mal du tout, hein. Vous voyez qu'on a un rendement qui est à plus de 5,5, donc c'est pour ça que je suis dans celui-là, c'est pour avoir du rendement, et ça fait partie des ETF que j'ai pas de problème à renforcer régulièrement. Et puis j'ai eu également celui-ci, cet ETF de la même gamme, si vous voulez, c'est un peu le même genre de principe, sauf que c'est pas l'Europe, c'est le monde entier. Donc là vous avez, en termes d'appréciation du capital, vous avez quelque chose qui est un petit peu plus dynamique que l'Europe, et en termes de rendement c'est pas mal du tout aussi. Vous êtes là en ce moment à 5,75, vous avez un dividende qui augmente pas mal au cours du temps, vous avez des versements qui sont un petit peu réguliers, parce que quand vous êtes sur le monde entier, vous avez cette période au cours desquelles vous avez aussi les boîtes européennes qui distribuent, et vu que les boîtes européennes malheureusement, et c'est une des raisons pour lesquelles j'investis assez peu en Europe, ne versent qu'un dividende par an, moi j'aime bien avoir des revenus réguliers, et je trouve que le trimestriel c'est quand même beaucoup mieux pour avoir une stratégie de rendement. Bah voilà, vous avez quand même des distributions qui sont plutôt équilibrées au cours de l'année, et encore une fois là vous l'achetez avec un rendement qui est vraiment très intéressant, et c'est pour cette raison que là vous êtes sur une de mes plus grosses positions du portefeuille. Celui-là, toutes les fois que je peux renforcer, que je peux racheter des parts, je le fais avec grand plaisir. C'est la deuxième position que j'ai en portefeuille, je suis encore en moins-value latente sur celui-là. En termes de total plus-value, bah, j'ai fait des gains dessus parce que les distributions sont très généreuses, mais voilà, tant que je serai en moins-value sur celui-là, bah, je continuerai aussi souvent que possible à renforcer ma position, parce que encore une fois, vous avez quelque chose qui est quand même assez sécurisé, vous êtes diversifié à l'échelle mondiale, vous avez la perspective d'une belle appréciation du capital sur le long terme, et vous avez un rendement qui est à 5,75, donc ça c'est typiquement le genre d'ETF, hein, voilà. Si vous aimez le rendement sûr, donc si vous voulez vraiment vous constituer un portefeuille qui est une petite machine à imprimer du cash, pour moi c'est pas mal du tout. Et puis finalement j'ai encore 2 REITs qui m'ont payé, donc ça c'est les boîtes mensuelles, hein. Ça c'est mensuel, ça c'est mensuel, ça c'est mensuel, et ça c'est mensuel. J'aime bien avoir une base de distribution mensuelle dans un portefeuille, ça permet, enfin voilà, quand on a une stratégie de rendement, de lisser le flux continu de cash sur l'ensemble de l'année. Donc Stag Industrial, j'aime bien, ça c'est un peu comme c'est un REIT mais qui est spécialisé là dans les plateformes de logistique, vous voyez, les gros entrepôts du type les entrepôts d'Amazon, ce genre de choses. Voilà, Stag Industrial fait ça. J'ai une petite position et ça m'embête d'avoir une position qui est aussi petite là-dedans. Je pense que si je trouve un créneau, je l'augmenterai à l'avenir. Et finalement, bien sûr, Realty Income c'est pareil, c'est partie des boîtes, je pourrais investir tout le temps dedans. Ce qui me retient d'investir dans Realty Income, c'est que j'ai de l'IMO
Vous voyez, j'ai déjà de l'IMO, moi j'investis déjà directement dans de l'immobilier, et je trouve que c'est intéressant quand on investit en bourse d'être plutôt exposé à des entreprises, quoi, des entreprises classiques plutôt que des entreprises qui font dans l'immobilier. Mais voilà, Realty Income c'est beaucoup trop intéressant pour s'en passer. Ça c'est le rendement que vous pouvez espérer par an, donc c'est pas mal, hein, quelque chose qui fait 14,6 par an et depuis 1994. Donc vous avez une entreprise qui bat le marché, qui bat de façon régulière le marché. Magnifique historique d'augmentation du dividende trimestriel. C'est trimestriel qui sont capables d'augmenter leur dividende. Encore une fois, la seule chose qui me retient de ne pas investir plus dans Realty Income, c'est que j'ai déjà de l'IMO. Après, l'IMO de Realty Income, c'est pas n'importe quel IMO, c'est de l'immobilier commercial. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir des magasins, ils vont avoir des salles de sport, ils vont avoir des choses comme ça. Donc c'est un type d'immobilier auquel un particulier peut pas vraiment s'exposer sans passer par ce genre d'entreprise. Donc voilà, je suis content d'avoir ça en portefeuille et assez régulièrement, je pense que je ferai grossir ma position. Alors, si on met ça bout à bout, ça veut dire que pour ce mois de juillet, j'ai reçu un total de 305,89 € en dividendes. C'est pas mal du tout. Et donc, on voit toujours cette belle courbe de dividendes croissant. C'est exactement ce que j'aime. Donc, évidemment, à côté du plus beau mois de l'année, c'est moins que ça. Mais ça, c'est vraiment lié au fait que vous avez les boîtes européennes qui vont avoir tendance à distribuer au mois de juin. Et voilà, quand vous avez vu que j'ai à la fois des boîtes européennes en direct, mais aussi dans les ETF Europe et Monde, ça fait qu'il y a un mois comme ça qui est particulièrement dynamique en termes de dividendes. Mais voilà, de toute façon, ce qui est beau, c'est que sur le long terme, ça s'apprécie. Je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, commencer à faire rouler la boule de neige et commencer à faire marcher les intérêts composés, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, vers mon courtier DeGiro, mon partenaire vers la liberté financière. En suivant ce lien, vous bénéficiez de 100 € de frais de courtage remboursés. Ça veut dire que les premiers ordres que vous passerez au cours du premier mois vous seront remboursés à hauteur de 100 €, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Donc voilà, vous avez vu les choses dans lesquelles j'aime bien investir. Encore une fois, ça, si vous voulez du rendement, ça me paraît pas du tout délirant, mais si vous avez peut-être un horizon de temps plus élevé, plus lointain, allez sur le SP500 classique, là vous êtes sûr au moins de pas vous planter, et vous commencez comme ça à investir, sachant évidemment que moi je préfère en ce moment investir dans mes ETF à haut rendement parce qu'ils sont encore un petit peu boudés par rapport au reste du marché vous n'avez pas les boîtes de croissance là-dedans, et vu que les boîtes de croissance ont particulièrement bien performé depuis le début de l'année, on pourrait imaginer un retour de balancier, mais voilà, en vrai personne n'en sait rien, donc il faut surtout investir dans ce que vous avez envie, et surtout en sachant pourquoi vous le faites. Donc je vous disais que en termes de dividendes, je suis légèrement en dessous du mois dernier. Par contre, vu que j'ai commencé à vendre des covered calls, j'ai 100 €, plus de 100 € de revenus passifs en plus, ce qui fait que finalement, en termes de revenus passifs, c'est un assez bon mois. On a encore une fois dépassé la barre des 400 € de revenus passifs, en tout cas pour ce qui est de l'investissement sur les marchés financiers. Donc c'est très cool. Et si vous voulez en savoir plus sur la stratégie de covered call, sachez que c'est la stratégie que j'utilise sur le portefeuille Alpha qui est le portefeuille que je finance avec les revenus d'une micro-entreprise que j'ai créée. Vous avez tout ça dans la série Entreprendre en France, et vous avez également une playlist qui est consacrée à mes investissements sur le portefeuille Alpha. Et par ailleurs, si vous avez quelques questions que ce soit, profitez-en, je viens de lancer une FAQ. Certains d'entre vous ont déjà commencé à poser leurs questions, donc venez participer à ça, n'hésitez pas, rejoignez la page Patreon, posez vos questions, et d'ici à la fin de la semaine, je vous ferai une belle vidéo pour répondre aussi précisément que possible à tout ça. Et bien voilà, mes chers amis, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.